Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Partoche qui va pour la deuxième fois dans l'histoire de la chaîne nous emmener en terre du milieu. Et oui, avec la série Les Anneaux de Pouvoir, on nous gratifie d'un ensemble de nouvelles musiques et principalement une flopée de nouveaux leitmotivs. Ça va être trop bien, on va voir ça ensemble. C'est parti. Cet épisode est découpé en 3 vidéos. La première, celle-ci, introduira le style esthétique des musiques de la série et on présentera les thèmes dans les 2 suivantes. Et bien sûr, la première étape, c'est de présenter un petit peu ce projet sériel et la production musicale. The Lord of the Rings, The Rings of Power, ou Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Cette série prévue en 5 saisons se déroule un millénaire avant les événements racontés dans la trilogie de Peter Jackson. Les péripéties tournent autour de Galadriel et son désir profond de retrouver la trace de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. L'ensemble s'articule autour de la création des fameux Anneaux de Pouvoir. Howard Shore, compositeur des fabuleuses musiques de la trilogie du Seigneur des Anneaux, est impliqué uniquement par l'écriture du morceau d'ouverture des épisodes. Toute la soundtrack de la série est aux mains de Bear McCreary, qui avait débuté son travail bien avant l'arrivée de Shore. Et ça représente 9 heures de musique écrite en 9 mois, soit une moyenne de 2 minutes de musique par jour, en 12 à 15 heures de travail. Sans parler du temps pour concevoir les 16 grands leitmotifs de la série. Respect. Mais comme son prénom signifie littéralement ours, il y a moyen que je l'appelle comme ça par la suite. Dans ce générique, on découvre des figures de Chladni, une représentation des ondes sonores grâce à du sable déposé sur des plaques qui vibrent au gré des sons. C'est intéressant comme choix parce que déjà les motifs visibles représentent les 9 anneaux de pouvoir, l'arbre de Numénor, qui est la grande civilisation des hauts hommes, qu'on verra dans la série, l'anneau unique et l'œil de Sauron, le symbole des Silmarils aussi, les grands joyaux elfiques qu'on évoque dans la série. On a aussi cette vague de sable noir aussi qui s'infiltre dans le blanc et qui symbolise le mal qui corrompt le monde, représenté par Morgoth, le premier ennemi de la Terre du Milieu. Sauron sera son serviteur. Mais en fait, ce que montre ce générique, c'est le chant d'Eru Ilúvatar, la grande divinité créatrice du monde par son premier chant. C'est comme si le monde prenait forme en résonnant d'après la musique qu'on entend. D'où le choix des figures de Chladni. Le son modèle les formes. Et ça, c'est déjà cool. Musicalement, on retrouve le style de Shore. Des mélodies simples, une orchestration délicate et des chœurs déjà très présents dans la trilogie. Ces chœurs font évidemment écho au chant d'Ilúvatar, mais les 2 motifs musicaux du morceau ne reviennent jamais dans le reste du score composé par Urs. Ces leitmotivs à lui étaient déjà construits. Et contractuellement d'ailleurs, il ne pouvait même pas inclure dans sa partition les thèmes qui provenaient de la trilogie des films. Ce qui est beau, c'est que McCreary reconnaît que ce qu'il a amené à l'univers musical s'allie parfaitement au style de Shore. Et franchement, j'approuve. Ça me semble justement important de voir les traits communs entre les esthétiques des 2 œuvres, la trilogie de films et la série, mais aussi leurs nombreuses différences. Le Seigneur des Anneaux est sorti entre 2001 et 2003. Plus de 20 ans sont passés. Et oui. À l'époque, les scores très orchestraux, mélodiques et colorés, portés par une harmonie riche et l'emploi équilibré des bois étaient encore très ancrés à Hollywood. John Williams, par exemple, était encore à son apogée avec Harry Potter et la prélogie de Star Wars. Mais le visage musical de l'industrie commençait déjà à changer drastiquement. Pourtant, les producteurs de cette série ont tenu à maintenir le lien esthétique de la musique avec la trilogie de films. Dans la série, on reste dans une esthétique pré-zimmerienne. Petite anecdote, dans l'épisode 1, Bear a inclus dans sa composition une mélodie de clarinette très distincte et attendait de voir la réaction des producteurs. Dans beaucoup d'œuvres récentes, ça ne serait jamais passé. Cette sonorité paraît datée pour beaucoup d'oreilles. Mais ici, on a laissé le motif, preuve que la volonté était bien de conserver une esthétique fidèle aux musiques symphoniques des grands classiques. Bear McCreary, on en a déjà parlé une fois sur la chaîne, puisqu'il était le principal compositeur sur la série The Walking Dead. Mais il est sûrement un des compositeurs les plus prolifiques et populaires dans le monde des séries. Battlestar Galactica, Les Chroniques de Sarah Connor, Agents of S.H.I.E.L.D., Snowpiercer, Foundation, Outlander, et plus récemment l'adaptation de Percy Jackson. Et plein d'autres. Et en film, je vais citer 10 Cloverfield Lane et Godzilla 2, le roi des monstres. Il a même composé pour des jeux vidéo, comme 2 jeux God of War, un Assassin's Creed et un Call of Duty même.
Ce que je remarque, c'est qu'il est très polyvalent dans son style et son approche est directement influencée par les grands compositeurs de musique de film à Hollywood. Et ça, c'est pas l'ostinato des Dents de la Mer par hasard. Il a parfaitement su s'intégrer à l'univers musical de la Terre du Milieu, bien sûr en ayant pour base le travail dantesque d'Howard Shore, en y apportant tout de même sa singularité. Pour rentrer dans le concret, on retrouve bien plus de vivacité dans certains traits mélodiques, dans les rythmes et les effets orchestraux, qui sont plus proches de John Williams que de Shore. Des staccatos vifs de cuivre, des glissando de harpe et des fusées de bois. Il y a également beaucoup plus de synchronisme à l'image, bien plus que dans la trilogie, qui ne marquait que des actions importantes. Là, on n'hésite pas à marquer les coups ou autres mouvements et actions à l'image. C'est de la micro-synchronisation. On a aussi quelque chose qu'on retrouve pas mal à notre époque, par exemple dans la post-logie de Star Wars, c'est ces crescendo dramatiques qui font parfois la transition d'une séquence à une autre. Mais la différence qui frappe le plus, c'est les séquences où la musique balance des rythmes effrénés, surtout dans l'action, qu'on n'aurait jamais eu dans Le Seigneur des Anneaux composé par Shore. Mais bien entendu, la base stylistique suit celle des films. Ce qu'on remarque directement, c'est l'intégration de chœurs, et qui chantent des vraies paroles, pas juste des A et des O en soutien harmonique. On dirait même qu'ils sont bien plus présents dans la série d'ailleurs. Ce son évoque facilement Le Seigneur des Anneaux. Un vrai travail a été fait dans la lignée de Shore pour écrire des paroles en relation avec la situation à l'image et dans une langue bien choisie. Vous le savez, John Ronald Reuel Tolkien, Tolkien, le créateur de cet univers, a conçu carrément des langues entières, avec vocabulaire complet, grammaire et même écriture. Bon, c'est le boss du game, on le sait. Et donc on a des paroles en Quenya, la langue ancestrale des Hauts-Elfes, également des textes en Sindarin, le langage elfique plus courant.
On a du noir parlé, ça c'est le langage de Sauron et de ses serviteurs, qui a été utilisé ici par exemple. Et même en Adounaïque, la langue des humains de Numénor. Et enfin, du Kouzdoul, la langue des nains. Ce qui est également notable dans les similitudes avec la musique des films, et qui est même poussé plus loin dans la série, c'est l'emploi d'instruments de musique étrangers à l'orchestre symphonique classique, plus folkloriques, plus exotiques, plus traditionnels. Dans Le Seigneur des Anneaux, on se rappelle du célèbre violon Hardanger qui était associé au thème du royaume du Rohan. Ou encore les instruments celtiques, plutôt associés au Hobbit. Vous verrez que je détaillerai leur utilisation dans la partie sur les leitmotivs puisque ces instruments sont constitutifs des sonorités pour chaque peuple du monde. Mais voici quelques exemples. Ici, un alien pipe irlandais, un genre de cornemuse à soufflet de coude ou de pied. Là, un tamburiaili turc. Et voilà, on retrouve notre violon Hardanger, vous le verrez, hyper présent dans certains thèmes. Mais le style de la musique des Anneaux de Pouvoir ne se contente pas de copier les chœurs ou l'emploi d'instruments traditionnels de la trilogie cinématographique. La spécificité d'écriture de la musique de Howard Shore reposait sur d'autres principes qu'on peut retrouver ici. Dans l'ensemble, le rythme général est plutôt posé, étiré, surtout dans les scènes de dialogue. Comme l'était celui des films. Cela venait évidemment du rythme des films eux-mêmes qui commandaient un tempo plus lent à la musique. Plus évident, l'approche d'Ours McCreary est évidemment typique des scores hollywoodiens avec des emprunts harmoniques aux autres modes. Ça signifie qu'on va retrouver des enchaînements d'accords qui ne se bornent pas à ceux d'une seule gamme majeure ou mineure classique. C'était très caractéristique du Seigneur des Anneaux, par exemple. De même, certains effets de crescendo-décrescendo typiques sont inclus à la partition. Cet effet très présent dans les films servait à apporter un caractère organique à la musique, car elle pouvait donner l'effet d'une respiration, mimant la vie omniprésente dans la Terre du Milieu, mais aussi la présence quasi omnisciente de Sauron.
Ici, ce phrasé est mêlé à un enchaînement harmonique modal. Et bien entendu, la grosse influence de la trilogie se ressent dans la musique de la série par son approche thématique, qui va associer certains personnages, objets ou cultures à des motifs bien caractérisés. Et pour cette saison, Urs McCreary a conçu 16 principaux leitmotivs. Avant de plonger dans leur partition, oui, je sais, c'est ce que vous attendez, enfin j'espère, en fait j'en sais rien du tout, un petit point sur la méthode de Behr. La création d'autant de matériel thématique a nécessité une approche très méthodique. Premièrement, il a cherché à rendre chaque thème différent des autres par leur sonorité même. Je présenterai donc pour chacun les instruments principaux auxquels ils sont associés. Mais voici quelques exemples. Les chœurs féminins aériens accompagnent principalement les thèmes liés aux elfes. Tandis que ceux des nains ou liés à Sauron contiennent préférentiellement des voix masculines, ténors et basses. Les expositions les plus claires du thème de Númenor sont jouées par du doudouk arménien, du tambour yaïli turc et des tambours sur cadre. Alors que le thème des terres du sud, lui, est composé pour Nickel-harpa, un violon hardanger et un dulcimer frappé. Les thèmes des pieds velus, eux, vont souvent mettre en avant des instruments celtiques. Par leur réécriture même également, McCreary a tenu à rendre ces mélodies facilement identifiables grâce à leurs 2 premières notes uniquement. C'est ainsi que chaque motif débute sur un intervalle différent. Il évoque dans son blog détaillé, lien en description évidemment, que plus l'intervalle est ouvert, large, plus le thème se veut mémorable ou en tout cas important. Ça fait un peu calculateur quand même, je trouve. Mais au moins, est-ce que ça a marché pour vous? Dites-le moi en commentaire. On a terminé avec cette mise en bouche. Alors maintenant, je vous attends de pied velus ferme pour les vidéos suivantes où on verra tous les leitmotifs composés par McCreary et quelques autres surprises. Merci pour les likes, à bientôt. Bisous.